Motion Santé Nouvelle-Aquitaine vous propose ce podcast issu des 3 temps d'échange de pratique 2025 sur l'activité physique qui ont eu lieu les 13, 18 et 30 juin. Ces 3 temps, qui ont réuni une cinquantaine de personnes, avaient pour thème « Tu bouges, t'es bien en Nouvelle-Aquitaine », diagnostic régional et échange sur des actions concrètes et innovantes pour bouger plus au quotidien. Je vous propose maintenant de découvrir la présentation du diagnostic régional qui a été réalisé par l'ORS, l'Observatoire régional de santé, et la chaire Sport Santé sur cette année 2024 et le début de l'année 2025. Et présentation qui est faite par Stéphane Robin de l'ORS Nouvelle-Aquitaine et Julien Bois et sa collègue Julie Laribaud de l'Université de Pau et Pays de la Dour, excusant Laurent Bosquet de l'Université de Poitiers. Moi, je suis donc Stéphane, je suis chargé d'études à l'Observatoire de la santé sur le site de Poitiers. Et donc, moi, j'avais ramené un stylo également. C'est pas très original, hein. J'avais le siège aussi, mais ça fait pas trop activité physique. Donc voilà, en tout cas, je vais essayer de... Donc oui, je partage un document, hein, c'est ça? Vas-y, tu peux partager, je te laisse la Voilà. main. Donc, je vais vous présenter les premiers résultats. Ouais, ça marche. Non, c'est pas ça du tout. Est-ce que vous voyez Ouais, non. c'est tout bon, ça Ouais, apparaît à c'est bon. l'écran. Ouais, Ah, bah nickel. voilà, ça me rassure. Oui, donc je vais vous présenter les résultats de l'enquête qu'on a menée auprès des jeunes en Nouvelle-Aquitaine, donc auprès des lycéens, des apprentis et des jeunes suivis en mission locale, donc pas auprès des étudiants, effectivement. L'objectif de cette enquête, c'était d'identifier les jeunes les plus éloignés de l'activité physique et ceux qui avaient des activités sédentaires un peu trop importantes également, pour au final prioriser les Ferme actions la porte. accompagner le développement et la priorisation des actions de promotion de la santé en ciblant donc ces jeunes qui sont les plus concernés au sein de ces 3 publics. Donc il y a également 2 volets à cette étude. Donc une enquête régionale par questionnaire qu'a mené l'ORS et puis une enquête plus par mesure, test et mesures objectifs et entretien donc réalisée par la chaire Sport Santé qui sera présentée après, il me semble, par Julien. Donc moi je vais vous présenter les données de cette enquête régionale par questionnaire. Donc, on a des données représentatives sur l'ensemble des jeunes de la région, en tout cas des 3 publics, hein, cibles. Je rappelle les lycéens, les apprentis et les jeunes suivant mission locale. Donc, on peut décrire les niveaux et la nature des activités physiques. On a des questions sur les freins, les leviers et la pratique d'activité physique. On cherche également à décrire les niveaux de sédentarité de ces jeunes. Et on avait une partie également sur la qualité de sommeil, partie qui ne sera pas abordée dans cette présentation et qui va venir un peu en lien. On va étudier un peu les liens qui existent entre activité physique, sédentarité et puis qualité de sommeil. Alors la méthode de recueil, c'était donc un questionnaire en ligne réalisé au sein des structures, donc des missions locales, des CFA et des lycées. Donc ça a demandé une forte implication des partenaires, notamment des référents d'enquête dans chaque établissement sélectionné pour participer à l'enquête. On avait désigné un référent d'enquête qui mettait en place l'enquête, la passation des questionnaires dans son établissement. Donc, voilà, il devait suivre un protocole pour assurer une certaine qualité du recueil. Donc voilà, ces référents d'enquête ont été très très importants pour nous. Sans eux, on n'aurait pas pu mener l'enquête. Voilà, tout simplement. Et donc une période d'enquête qui s'est déroulée d'octobre à fin février, en gros. Voilà, le questionnaire, c'était un questionnaire donc en ligne avec beaucoup de thématiques, dont les activités physiques et la sédentarité. Il fallait à peu près une demi-heure aux jeunes pour remplir le questionnaire, donc c'était rempli en classe sur un temps de cours pour ce qui est des CFA et des lycées, et suite ou au cours d'un entretien avec un conseiller dans les missions locales. Donc, on a eu la participation globale d'environ 12 000 jeunes au niveau régional. Donc ça, c'est quand même assez important à noter. Là, je vous présente un petit peu les caractéristiques des différentes populations pour vous montrer qu'elles sont très difficilement comparables en termes d'âge, en termes de répartition par sexe. Donc, on sait que ces 2 éléments ont quand même un impact important sur le type de comportement. C'est pour ça que je vous le montre pour vous dire vraiment que comparer les niveaux des lycéens avec les CFA, avec les apprentis, ça a pas grand sens. On voit qu'au niveau des lycéens, nous, on a interrogé uniquement les élèves de seconde. Donc, vous voyez, en termes d'âge, voilà, ils ont 15 ans,
ans, parfois 16, mais très très peu souvent plus que 16 ans. Tandis qu'au niveau des CFA, c'était les niveaux CAP et niveau bac. Donc, vous voyez, la classe d'âge la plus représentée reste les 15-17 ans, mais on a quand même un tiers d'entre eux qui ont entre 18 et 21 ans. Et puis au niveau des missions locales, la tranche d'âge majoritaire est celle de 18-21 ans. Donc vous voyez vraiment des comparaisons, enfin des différences d'âge importantes. En termes de répartition par sexe, on a une répartition, on va dire 50-50 au niveau des lycéens. C'est comparable également au niveau des missions locales. Et puis au niveau des CFA, par contre, on voit qu'il y a une forte prédominance des garçons. Donc le total fait pas 100% parce que il y a des jeunes qui n'ont pas répondu à cette question. Enfin, on avait mis une troisième possibilité, filles-garçons, et ne souhaitent pas répondre. Et donc on a une certaine proportion de jeunes qui n'ont pas souhaité répondre à cette question. Donc je passe au résultat. Sur les activités physiques sportives, donc on distingue les activités physiques de loisirs, les activités physiques sportives. Là, on a calculé un temps médian d'activité, c'est-à-dire que la moitié de l'échantillon déclare pour les lycéens 4h30 d'activité physique sportive au cours de la semaine, moins de 4h30 et l'autre moitié au moins 4h30. Pour les CFA, on voit que ce temps médian est moins important et encore moins important au niveau de la mission locale. Après, en termes d'activité physique sportive dans la semaine, on a 90% des lycéens, des secondes en tout cas, qui ont déclaré avoir eu une activité physique sportive dans la semaine. Les différences selon le sexe sont assez faibles, donc on peut dire que c'est assez comparable. Au niveau des apprentis, ce pourcentage est moindre, donc c'est les 2 tiers, on va dire, et puis plus fortement les garçons que les filles. Et puis c'est la moitié dans les missions locales, avec là encore une proportion plus importante chez les garçons. Ce qu'on observe en termes de type de pratique, c'est une forte proportion à laquelle on s'attendait peu finalement, qui font du fitness, de la musculation, tout ce qui est sport en salle là. Voilà, chez les trois populations, c'est assez fortement représenté, avec quand même le sport collectif, foot et rugby. Alors on n'avait pas dissocié football et rugby. Donc selon les régions les endroits de la région, ça peut être différent. Mais en tout cas voilà, ça arrive en premier chez les lycéens comme type de sport réalisé. On voit également l'importance de la course à pied, notamment chez les filles. Et puis la danse qui revient côté filles. Voilà, à contrario du foot rugby côté garçon. Voilà un peu grossièrement les grosses différences. Voilà, en fait pour vous préciser également, le questionnaire comportait 16 sports. On proposait 16 sports et après chaque jeune pouvait rajouter les sports qu'on n'aurait pas mis dans la liste. Et puis il indiquait les jours de semaine le temps d'activité et les jours de week-end les temps d'activité également. Je passe aux activités physiques de loisirs. Donc sur les activités physiques de loisirs, ce qu'on entend comme activité physique de loisirs, je vous les ai mis un petit peu à côté. On avait proposé 9 loisirs. Donc le vélo, mais à distinguer du cyclisme hein, comme sport. Là, faire du vélo, roller skate, tout ce qui est trottinette, mais pas trottinette électrique. Tout ce qui est activité sur les city-stades, l'équitation, la randonnée, le trampoline, le bowling, les tâches ménagères, jardinage, bricolage dans le même paquet, on va dire. Voilà. Et donc là, on demandait également le nombre de fois qui était réalisé chaque activité et dans le week-end avec également la précision sur le temps en heures et minutes. Et puis là encore, la possibilité d'ajouter des loisirs auxquels on n'aurait pas pensé. En termes de temps, donc on voit que sur les temps pour ces activités physiques de loisirs, quel que soit le groupe étudié, c'est moins important que les activités physiques sportives. Donc la médiane est fixée à 2 heures pour les lycéens, à 1 heure pour les apprentis et également pour les jeunes en mission locale. On atteint la majorité de réalisation d'au moins une activité physique de loisirs dans la semaine, avec des proportions plus importantes pour les garçons, non d'ailleurs pour les filles à chaque fois. Et oui, parce que voilà, ce qui change vraiment par rapport aux activités physiques sportives, c'est vous voyez les tâches domestiques là. Donc ménage,
bricolage, jardinage, voilà, sont beaucoup plus, 2 fois plus fréquemment déclarés par les filles que par les garçons. Voilà, une petite différence qui reste, on va dire. Voilà. Après, en termes d'autres activités importantes, c'est la marche qui arrive en premier et le vélo ensuite. Voilà ce qu'on peut dire sur ces activités physiques de loisirs. Donc, à partir de ces différentes informations, on a construit, on a utilisé un seuil, c'est-à-dire la recommandation de OMS, donc au moins 60 minutes d'activité physique par jour. Cette recommandation s'applique aux jeunes jusqu'à 18 ans. Nous, on l'a appliqué à l'ensemble de nos échantillons. On sait que voilà, par exemple, pour les missions locales, il y a beaucoup d'entre eux qui ont plus de 18 ans. Bon, c'est une première analyse. Il faudra affiner. On s'est dit que ces jeunes qui avaient jusqu'à 25 ans étaient quand même assez proches des jeunes de 18 ans. L'autre recommandation concerne l'ensemble des adultes, donc de 18 à 65 ans, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on est resté sur ça pour également avoir un peu plus de simplicité et puis pouvoir voilà, pas comparer, mais en tout cas avoir les mêmes seuils, quel que soit le type d'âge dans chacune dans chacun des. Donc ce qu'on voit, c'est que ce seuil est atteint pour plus de la moitié des lycéens, pour environ 40% des apprentis, et pour seulement un tiers des jeunes en mission locale, avec pour le coup une atteinte de ce seuil à chaque fois plus élevée au niveau des garçons, mais un écart moindre quand même au niveau des jeunes en mission locale et des lycées. On a également regardé selon la commune de domicile. On avait des catégories, on a quatre catégories urbaines, enfin, du plus urbain au plus rural, et on n'a pas noté de différence sur cette répartition. Et puis le pendant, les activités sédentaires. Donc là également, ça s'est construit de la même manière que pour les activités physiques de loisirs, les activités physiques sportives. C'est-à-dire qu'on avait une liste d'activités. Là, c'était 14 activités qu'on considère comme des activités sédentaires. Donc c'est-à-dire les activités qu'on réalise assis ou allongé. Voilà. Et on demandait le temps passé pour chacun dans une semaine. Donc on voit sans surprise que les activités sur écran, voilà, sont les plus fréquentes, on va dire. L'écoute de la musique et le fait de rester assis à discuter, voilà, on a également ça. La lecture arrive également, voilà, et quand même constitue encore une activité importante, une activité sédentaire importante. Donc voilà, cette diapositive pour vous montrer un petit peu les différences qu'on observe entre filles et garçons. Si vous vous rappelez sur les activités physiques sportives, notamment la plupart du temps, c'était plutôt les garçons qui déclaraient plus fréquemment ce type d'activité. Là, c'est plutôt l'inverse, sauf pour les écrans où là, on voit que c'est assez comparable filles-garçons. Voilà. Avec ces différentes informations, on a constitué des profils d'activité. Alors, vous voyez qu'on peut avoir par rapport au seuil décrit tout à l'heure les actifs et inactifs. Donc, je le rappelle, avoir moins d'1 heure d'activité par jour, d'activité physique par jour, on est considéré comme inactif. Plus d'1 heure, on est considéré, au moins 1 heure en tout cas, on est considéré actif. Et puis pour fixer la sédentarité, on a pris le seuil à 2 heures au moins d'écran par jour. C'est un seuil qui est utilisé dans pas mal d'enquêtes. Donc on a repris ce seuil. On a mixé les deux seuils et puis donc vous voyez un comportement qu'on va dire plus éloigné d'un comportement favorable à la santé, c'est-à-dire les inactifs sédentaires, pour aller vers un comportement moins éloigné d'un comportement favorable à la santé, c'est-à-dire les actifs non sédentaires. Donc, en rouge-orange, là, les comportements les moins favorables. Donc, on voit qu'ils sont majoritaires au niveau des jeunes en mission locale, également au niveau des apprentis. Ils sont pas encore tout à fait majoritaires au niveau des lycéens, mais on voit que les comportements les plus favorables à la santé sont, en tout cas, quel que soit le type de population, très minoritaires. Voilà, ça nous indique un petit peu l'écart qu'il y a entre, on va dire, des bonnes pratiques et ce qu'on constate en tout cas dans les déclarations des jeunes au cours de cette. On a également posé des questions sur les freins par rapport à cette pratique d'activité physique. Donc ce qui arrive en commun entre les trois populations, c'est le coût, c'est ce qui arrive, on va dire, ce qui arrive le plus fréquemment. Au niveau des lycées et des apprentis, on a les contraintes liées à la formation, les contraintes organisationnelles, la disponibilité. Ce qui revient également fortement et en commun aux trois populations, c'est le fait de ne pas être à l'aise avec son corps. Donc ça touche plus particulièrement les filles, mais pas que. Ça, c'est quand même une donnée importante également dans les actions également à mettre
mettre ensuite en place pour encourager à la pratique. Le fait de la crainte de pas être au niveau, pas être capable d'être au niveau, pratiquer sur toutes les activités sportives en tout cas. Voilà, le fait de pas aimer le sport arrive quand même également et c'est mentionné, ça voilà, on n'y peut rien. Et puis une spécificité pour les missions locales, la question de la mobilité, donc de l'accès à l'endroit où on peut pratiquer une activité physique, sportive en tout cas. Voilà pour les freins. Pour les motivations, voilà, on a toute une partie, c'est le côté ludique, on va dire, s'amuser, se faire plaisir, quel que soit finalement le groupe étudié. Et on a beaucoup de améliorer, alors améliorer son apparence, améliorer sa santé, voilà, améliorer sa condition physique. Dans le même ordre d'idée que le plaisir, s'amuser, il y a la détente également, être avec des amis. Voilà, les motivations les plus fréquemment dites. Voilà, je finis sur une petite diapo pour vous dire un peu tout ce qu'il nous reste à faire et il nous en reste beaucoup à faire. Donc voilà, il faut qu'on précise un peu encore même beaucoup le ciblage des publics à prioriser. On a donc des questions, comme je vous l'ai indiqué, sur le domicile, sur la commune de domicile, en tout cas la catégorie de domicile, de commune de domicile. Sur le profil, on voit qu'il y a des grosses différences selon le sexe, sûrement la classe d'âge. On n'a pas encore été très loin sur ça. Il faut qu'on voit. On a des questions aussi sur la situation ressentie financière de la famille, la structure familiale. Donc tout ça, on pense qu'il peut y avoir des liens. Donc tout ça, ça reste encore à être étudié. Voilà. Et puis donc déterminer un peu plus précisément ces freins, ces leviers sur lesquels agir pour la promotion de l'activité physique, même si on a quand même, je vous ai montré quelques pistes, mais à affiner selon encore une fois les profils également. Analyser les spécificités départementales. On a fait un gros effort pour avoir des résultats disponibles au niveau des départements pour les lycéens. Donc, je vous rappelle, il y a 12 départements dans notre région, ce qui fait c'est pourquoi on a un échantillon aussi important au niveau des lycéens. Et on a de la même chose au niveau des filières pour les apprentis. Normalement, il y a 22 filières au niveau des apprentis. On les a regroupées en une douzaine de filières. Donc voilà, il nous reste à étudier des spécificités qui vont être importantes par rapport aux filières. Voilà. Et puis tout ce qui est qualité de sommeil qu'on n'a pas du tout encore abordé. Étudier les liens entre les niveaux d'activité et les indicateurs de santé ressentis. On a des questions sur la santé physique et la santé mentale et les environnements familiaux. Donc vous voyez encore beaucoup de choses qui vont nous permettre d'affiner un peu les analyses et d'aller pouvoir donner un peu plus de billes, j'allais dire, pour mettre en place des actions de promotion adaptées et mieux ciblées. Merci beaucoup Stéphane en tout cas. Alors on va pas t'applaudir mais je vais proposer à tout le monde c'est de te faire une hola parce que bah, c'est mon truc préféré et puis globalement en plus je trouve c'est cool parce que ça nous fait bouger. Alors je vous propose de vous préparer pour une hola. Olé. Bon, vous avez le droit de vous lever là, vous n'êtes pas beaucoup levé là. Là on va la refaire. Il faut se remettre devant. Vous êtes prêts? Olé. Bon, en tout cas, un grand merci Stéphane. Alors, il y a eu quelques petites questions quand même qui ont été posées et je vais vous proposer aussi, bah, si autour de l'écran vous en avez d'autres qui vous viennent justement, à pas hésiter en tout cas à les poser. Stéphane va être aussi là pour y répondre. Alors, il aura les réponses ou il les aura pas. Peut-être que c'est Julien qui pourra y répondre aussi ou peut-être que justement ça va ouvrir aussi des champs et des perspectives potentielles. Alors, il y avait une première question par exemple, c'était sur le choix justement des publics lycéens, apprentis, mission locale. Pourquoi avoir fait justement ce focus-là sur ces trois publics-là et ne pas justement, on a parlé des étudiants tout à l'heure, pourquoi pas avoir élargi, pourquoi pas être parti sur les collégiens par exemple, etc. Alors oui, j'ai peut-être pas assez précisé. C'est une enquête qu'on a réalisée à la demande de la région. La région, c'est par là. Hmm. Et donc effectivement, les publics qui intéressent la région c'est ceux-là. Nous, on a donc suivi un petit peu la Peut-être commande payer de des la charges. région sur ce coup-là. Hmm. Voilà, il y a des chats, exactement. C'est pour ça qu'on a ciblé ces trois publics spécifiquement. Et c'est Oui, sûr on aurait intérêt à le faire auprès des publics, auprès des étudiants. Ça, c'est sûr que voilà. En tout cas, c'est quand même trois publics qui sont assez nombreux sur la région. Mais oui, et les collégiens. Donc en tout cas, ouais, le choix des publics, donc vraiment en lien en fait avec la commande initiale, hein, c'est-à-dire la commande Ouais. du conseil régional, justement, notamment parce que bah, c'est les publics dont le conseil régional a la compétence. Mais effectivement, et l'ARS, je pense, aura aussi tout intérêt peut-être à aussi avoir cette vision sur d'autres publics, parce qu'effectivement, on se rend compte que bah oui, là on a un focus et tu l'as très bien dit en plus, hein, c'est ce focus sur ces trois publics, mais trois publics en fait qui sont un peu similaires en termes de tranche d'âge, et à la fois très différents aussi. Donc, en Ouais. fait, c'est toujours très difficile aussi de comparer des C'est ça. catégories qui sont quand Ça, même des. faut vraiment éviter de le faire parce que ouais, ça peut être stigmatisant et puis ça a pas trop de valeur en fait, ces
comparaison. Là, c'est vrai que, alors, j'ai pas non plus parce que je présente pas données face à côte, on va dire. Bon, voilà, faire attention. Il y a Marion qui voulait réagir. Tu cites l'ARS, tu me sens obligé. Non, non. Et je ne sais pas si j'ai dit d'ailleurs, j'étais référente régionale sport, santé et nutrition. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure. Bref, voilà, comme ça, pour ceux que je ne Rattrapé. connais pas. Oui, alors, s'agissant de ce diagnostic-là, effectivement, tu as donné la raison, Thomas, même si nous, on s'associe à ce diagnostic-là et aussi financièrement, en fait. Après, je dirais que nous, de l'intérêt de faire un diagnostic poussé sur d'autres publics, on n'en avait pas ressenti le besoin. D'une part parce que sur le collège, on avait des données annuelles et puis qui sont liées au dépistage infirmier en fait, alors qui donnent pas autant de détails sur l'activité physique, mais qui nous donnaient déjà suffisamment d'indicateurs pour agir. J'ai envie de dire ça comme ça. Même si on dispose plus depuis l'année 2021-2022 de cette donnée-là parce que effectivement au niveau national ils sont passés sur un outil, un système d'information national et qu'on peut plus exploiter. Ça, Stéphane en parlera mieux que moi, même si on pousse eux comme nous pour disposer de ces données qui nous étaient précieuses parce que c'est les seules données objectivées qu'on avait même pour la corpulence en fait. C'est parce qu'on a très peu de données sur la surcharge pondérale et l'obésité d'une manière générale hein, et en France et aussi bien sur les adultes que sur les enfants. Et on avait cette donnée objectivée qui était hyper précieuse pour nous grâce au travail de l'ORS. Vous pouvez retrouver hein, toutes ces données-là qui sont, même si elles datent de quelques années, c'est pas non plus obsolète à mon avis sur ce dont ça témoigne. Et sur la prévalence, on pouvait avoir des données départementales et infradépartementales. Et donc ça, c'est quelque dont nous on se sert. Et on s'appuie aussi sur les constats nationaux qui sont assez récurrents. Et donc ça suffit pour nous pour pousser à agir. Après, ce que je trouve intéressant du coup dans ce que peut apporter cette enquête, c'est que on arrive au lycée, donc ça donne aussi une photo de après tout un parcours scolaire d'inactivité physique et de sédentarité, à quel niveau on peut arriver. Je trouve que ces indications, elles peuvent nous servir même pour agir auparavant sur du primaire ou sur du collège. Donc on va s'en saisir comme ça. Et s'agissant des missions locales ou des CFA, on est sur des publics jeunes qui peuvent avoir des fragilisations. Et ça va être intéressant pour nous d'une manière générale aussi pour voir ce qui se joue dans le cas de parcours un peu plus heurtés et un peu plus défavorisés peut-être à certains égards. Donc c'est des informations dont on va se saisir, même si on réitère pas l'enquête à tous les moments scolaires et auprès de tous les âges scolaires. Voilà. Donc on combine en fait entre des tendances nationales et qui se confirment et c'est des tendances lourdes malheureusement sur l'inactivité physique et la sédentarité, des données qu'on avait de l'ORS en lien avec les dépistages infirmiers et finalement les précisions qu'on va pouvoir glaner avec cette enquête. Voilà. Et c'est sur ça qu'on va s'appuyer pour la future stratégie régionale sport santé qu'on est en train de travailler qui devrait sortir d'ici fin de l'année. Eh bien, merci beaucoup Marion, en tout cas pour ta réaction. Et je vois qu'il y a Bernard aussi, bah, alors qui a écrit dans le chat, mais du coup je vais te le dire, je vais te laisser le lire et le dire du coup Bernard. Oui, oui, non, c'est pour mentionner que très régulièrement, dans nos enquêtes à l'Université de Bordeaux qu'on appelle enquêtes institutionnelles auprès des étudiants, on les interroge sur différents volets, santé mentale, logement, restauration et activité physique et sportive. Alors il faudrait croiser un peu plus en détail, là j'ai pris quelques notes, mais dans la toute dernière enquête qu'on est en train de dépouiller là, moi j'ai noté qu'il y a seulement 30% des étudiants qui ont répondu à l'enquête, mais enfin c'était autour de 2000 répondants hein, qui pratiquent la marche ou le vélo plus de 30 minutes par jour. Donc on peut dire que là, l'OMS à partir de 18 ans, pour moi, enfin la référence c'est 30 minutes, c'est les adultes, hein, donc c'est 30 minutes par jour. Donc on est finalement à faible activité physique chez les étudiants. Et ce qui est bien connu dans le milieu universitaire, hein, c'est la rupture lycée-université en termes de pratique d'activité physique et sportive pour différentes raisons. Dans cette enquête-là, les principales raisons qui sont invoquées par les étudiants, c'est le manque de temps, de disponibilité, et puis l'université de Bordeaux étant une université aussi très étendue sur différents campus, hein, sur la métropole, mais aussi hors métropole bordelaise, c'est la distance par rapport aux infrastructures sportives pour pratiquer. Donc voilà un peu quelques éléments. On a des données donc côté université de Bordeaux qui sera intéressant de croiser. Et puis il y a aussi la CCT, la Convention de coordination territoriale, qui mène chaque année des enquêtes. Donc là, c'est beaucoup plus large que l'université de Bordeaux. Hein. C'est l'échelon régional où à chaque enquête, effectivement, il y a aussi des items autour de la pratique des activités physiques et sportives. Et de notre côté, on a fait dans notre démarche LC Campus, on a fait de la lutte contre la sédentarité, de la remise
mise en mouvement. Un des axes importants de ce LC Campus. Il y a côté enseignement supérieur, le ministère promeut les établissements promoteurs de santé et sans fausse modestie. Enfin, ils nous l'ont dit, en tout cas, quand on a fait quelques présentations au ministère, que l'université de Bordeaux là-dedans est parmi les établissements les plus avant. On est En tout aussi cas, en on lien voit. avec nos collègues de l'université de Poitiers qui ont des démarches assez similaires. En tout cas, quelque chose que j'entends, en tout cas, Bernard, c'est qu'effectivement, il y aura peut-être des passerelles, en tout cas des liens à tisser justement entre aussi cette enquête qui vient d'être réalisée, et puis éventuellement quelques données que vous pouvez avoir et récupérer déjà vous au niveau des universités, et en tout cas aussi de pouvoir mesurer des fois des évolutions en termes de cohorte aussi. C'est ça aussi qui est intéressant, puisque c'est ce qui permet de mesurer des dynamiques. Donc c'est vrai que c'est plutôt assez intéressant. Alors j'ai vu qu'il y avait d'autres questions qui étaient apparues aussi dans le chat potentiellement. Il y avait une question justement sur l'utilisation de moyennes, de médianes, et sur justement, est-ce que vous avez calculé des moyennes, mais vous les avez pas utilisées? Pourquoi plutôt des médianes? Alors, les moyennes, on voit qu'il y a vraiment des grosses différences entre ceux qui déclarent presque pas de temps, en fait, et d'autres qui sont très, très sportifs. Donc, présenter une moyenne, ça a peu de sens. Il y a trop voilà, la distribution est trop inégale. La moyenne, ça permet de dire, bon, voilà, au moins, on a la moitié de la population qui arrive à cette durée d'activité et une autre moitié qui est au-dessus. On préfère prendre ce type d'indicateur que les moyennes dans ces cas-là. Ça dépend un peu des résultats qu'on a. Si c'est vraiment regroupé, mais là, voilà, ça va de 0 heure, on va dire, à, voilà, ou plus. Voilà, ça a peu de sens de prendre les. Et alors, tu me dis si je me trompe, mais on n'aurait pas un intérêt du coup aussi à faire apparaître peut-être cette étendue entre le plus petit résultat et le plus élevé, ou c'est pas très intéressant? On peut, mais on sait qu'il y a on sait déjà qu'il y a des jeunes qui sont très sportifs et qu'il y a des jeunes qui vont rien faire. Qu'est-ce que ça va nous apporter après en termes de mise en place De données. enfin, je sais pas trop. Ouais. Mais Après, il y a une autre ouais, on peut tout à fait. Alors, il y avait une autre question, c'était sur justement ta diapo sur justement les temps d'activité sportive. On voit que les lycéens, globalement, 4h30 par semaine, on aurait tendance à se dire c'est pas mal. Et la question, il y a eu une question qui a été posée vendredi dernier, c'était justement est-ce que ça inclut le temps de PS et donc ça a relativisé, ou est-ce que ça exclut le temps de PS et là, du coup, c'est plutôt positif. Alors voilà, non, nous on a utilisé un questionnaire validé voilà, c'est assez compliqué les questions de temps d'activité. On a utilisé un questionnaire validé et dans la question, donc on n'a pas pu modifier la question. Dans la question, c'est pas précis, ni D'accord, selon EPS, ni hors EPS. Donc on a considéré que les heures de PS étaient prises en compte dedans. d'accord. Donc effectivement, ça apporte déjà 2 heures, mais en même temps, c'est une activité physique qu'ils ont réellement. Hmm. Donc voilà, ça représente sûrement, on est sûrement assez proche de la réalité malgré tout. Oui, en tout cas, voilà, C'est vrai que c'est pas quelque chose qui a été spécifié, donc potentiellement, il y a aussi peut-être oui, un petit point d'interrogation à laisser, en tout cas à ce moment-là, sur la manière dont ça a pu oui. être Alors voilà, perçu, du coup, du coup, par le nous jeune répondant. justement, on part du principe que le jeune a répondu. S'il a fait une activité sportive dans la Hmm. semaine à l'école, il a dû répondre là. Voilà. Après, il y avait une question sur justement les temps d'activité sédentaire. C'était savoir est-ce que tu as plutôt utilisé des moyennes ou des médianes. J'ai imaginé que les chiffres qui apparaissaient, c'était pareil, c'était plutôt des médianes, du coup. Alors, les chiffres qui apparaissaient, c'était des pourcentages de jeunes D'accord. qui avaient déclaré cette activité. Sauf sur l'indicateur, vous voyez, où Bah, si tu veux remettre ta diapo, vas-y. on remet ça. Voilà. Alors j'en profite tout de suite pour répondre à la question de Paul sur justement est-ce qu'il y a sur les différences urbain rural. Effectivement, je me permets, hein, Stéphane, hein, mais du coup effectivement ça apparaît pas sur la partie plutôt de Stéphane, mais ça va apparaître plutôt sur la deuxième partie de l'enquête justement qui a été faite par Julien Blois. Et effectivement là il y a vraiment une distinction entre le urbain, rural et périurbain et qui permet d'avoir une photographie un petit peu avec ces trois typologies un petit peu d'habitat et d'environnement et de montrer un petit peu ces vraies différences du coup environnementales. Donc ça, Julien nous en parlera tout à l'heure. Ouais, alors nous, effectivement, on a sur les résultats globaux, on va dire, sur cette diapo par exemple, pas de différence. Après, ce qu'on a noté, c'est sur certains sports qui sont moins pratiqués ou sur certaines activités qui sont plus ou moins pratiquées selon la zone d'habitat. Je sais de mémoire, je crois que le fitness et tout ça, c'est moins fréquent en zone rurale, isolée, on va dire, ce qui paraît logique par rapport à l'accès aux salles de sport. Il y a plus de tirs, on avait des tirs également. C'était dans les zones
plus rural. Enfin voilà, il y a des petites différences comme ça qu'il faut qu'on affine encore nous, hein. Mais voilà, sur les gros résultats, les agrégats, on va dire, d'indicateurs, on n'a pas noté de différence. Donc oui, pour revenir à voilà, on a juste calculé les temps sur les écrans. Enfin, on a calculé les temps sur toutes les activités, mais spécifiquement sur les écrans, en fait, c'est avoir une activité sur écran au moins une de plus de 2 heures. La difficulté avec ce questionnement, c'est on a demandé combien de temps vous passez combien de temps passez-vous sur les réseaux sociaux, combien de temps passez-vous à jouer aux jeux vidéo, combien de temps passez-vous sur Internet. On sait que combien de temps passez-vous à écouter de la musique, etc., etc. On sait que certaines activités peuvent être menées de front. Ouais. Donc on a du mal à additionner les temps d'activité sédentaire. On peut écouter de la musique et tchatcher, on peut écouter de la musique et lire, peut jouer aux jeux vidéo et en même temps être sur un réseau parce que les jeux vidéo maintenant sont en ligne. Voilà, comment tout ça, comment on agit là-dessus, c'est compliqué. Donc on est encore en cours de réflexion, hein, sur comment on va réellement analyser plus finement ces données. Voilà, on sait que additionner toutes les activités sédentaires telles qu'elles sont déclarées, ça a peu de sens. Voilà, donc là on a pris à avoir déclaré au moins une activité sur écran 2 heures et plus par. Donc là, en tout cas, ouais, t'es sur du pourcentage. Et sur ta diapo, je crois, c'est celle juste avant, ou ouais, sur celle-là. Et du Là, pourcentage aussi. là, c'est du pourcentage aussi. Au moins une fois par semaine et qui ont déclaré un temps. Donc voilà, c'est vraiment, c'est pas très étonnant. Ces données-là, elles sont pas très étonnantes, hein. C'était aussi pour montrer les différences entre filles et garçons d'activité et l'importance des écrans. On En connaît tout par cas, ouais, ailleurs. ça donne pas à voir, en tout cas, la quantité de temps Non. passé à l'utilisation. Là, c'est vraiment la proportion, en tout cas, Ouais. utilisateur ou consommateur de. Mais voilà, les temps, on les a, on va pouvoir les décliner par activité. Mm. Mais après, voilà, la difficulté, c'est qu'on veut pas qu'il y ait certaines additions qui soient réalisées. Donc, pour l'instant, on présente pas tout à fait les temps d'activité. Mais encore une fois, on a les résultats depuis mars, on a dû faire un nettoyage, donc on travaille sur la base voilà, depuis début mai. Donc, voilà, là, c'est vraiment des premiers résultats, premiers résultats. Ça marche. Et il y avait une dernière question, en tout cas pour l'instant dans le chat, sur justement les freins et les motivations. Est-ce que c'était plutôt posé en question ouverte ou est-ce que c'était plutôt posé avec des items à cocher ou en tout cas des Oui, propositions de réponse? c'était des propositions de réponse avec toujours la possibilité de rajouter des choix. Voilà. Donc là, il y avait une liste frein, il me semble qu'il y a. Ouais, mais en tout cas, c'était des listes Il y avait avec du ouais, coup la il y avait possibilité d'en choisir plusieurs à chaque fois et de se positionner. il y avait plus de 15, ouais, il y avait presque 20 freins, 20 modalités possibles. Ok. Du coup, j'ouvre la parole éventuellement aux autres participants. Est-ce que vous aviez d'autres questions, d'autres remarques éventuellement par rapport à cette présentation de Stéphane, justement, sur cette partie enquête auprès de 12 000 répondants, hein, qui est quand même un nombre assez conséquent. Et du coup, pas mal de boulot. C'est ça. Moi, je veux bien faire juste une petite remarque. Eh ben, vas-y, je te laisse. Du coup, juste par rapport aux freins, quand je vois estime de soi, enfin apparence en tout cas, moi, ça fait quoi estime de soi? On a un programme sur la Creuse qu'on déploie qui est le LikeU. Et en effet, enfin les jeunes, c'est vraiment le tas qu'on la Creuse, il y a vraiment un problème au niveau de la confiance, le corps, là, les réseaux sociaux ont beaucoup de mal. Donc c'est vraiment un constat et l'étude en fait qui a été menée rejoint un peu. Nous on travaille avec un lycée professionnel et le prof de sport en fait mène une étude aussi. Donc il fait une analyse en début d'année et aussi en fin d'année comparée en au niveau de ses élèves et c'est à peu près les mêmes. Certains sont actifs mais très sédentaires et c'est assez proche et on est sur tranche d'âge 15. C'est vraiment très représentant les premiers C'est filles qu'on rassurant. peut voir sur le terrain. En Oui, plus, tu reconnais les publics que tu côtoies. Oui, c'est ça. Filles, et c'est garçons, pareil. c'est vrai qu'au lycée, on constate, alors, presque j'ai lu par ailleurs, encore une diminution de l'activité après la seconde. Alors, est-ce que vous également, vous avez constaté ça dans. Alors, on le constate. Après, c'est vrai qu'au collège, il y a aussi l'UNSS et les enfants, ils vont beaucoup, qu'à les mercredis, faire sport l'après-midi. Au lycée, ça se perd clairement. Voilà, ils vont aller ailleurs, ils vont plus aller en ville entre eux ou sur Ouais. le téléphone, les écrans. Et c'est vrai qu'on a du mal à les perdre et on voit bien, nous, nos forums, il y a des choses, mais vivent beaucoup moins, en tout cas, pour cet âge. Ils viennent plus, moins, pas nuance. Oui, il faut nuancer, hein. Oui, il Ouais, faut nuancer parce c'est qu'on voit qu'il y a important. quand même toute une partie des jeunes Qui alors, pratiquent. qui pratiquent, mais qui sont sédentaires quand même. C'est là le paradoxe, hein. C'est pour ça que c'est intéressant de mettre à la fois l'activité physique et la sédentarité, de montrer qu'on Oui. peut être actif sédentaire. C'est mieux qu'être inactif sédentaire. Bon, Le prof on de en sport, reparle. c'est ce qu'il a fait faire en tout cas à ces jeunes, juste pour leur faire confiance. Alors, vous pouvez être hyper actif, il n'y a pas de problème, mais à l'inverse, vous êtes sédentaire. On aura l'occasion d'en reparler justement dans la partie justement de Julien Bois parce que c'est vrai que ça c'est un indicateur qui ressort beaucoup justement dans sa partie de l'enquête. Un emploi du temps plus rempli lycée, c'est parfois plus difficile de participer à ces temps effectivement de sortir de tout ça à travers des agendas. Mais je crois qu'il y avait le manque de
temps, je crois que ça apparaissait dans les freins, dans les difficultés, ouais, pour les lycéens Oui, notamment. dans les freins, par rapport à l'organisation, question d'organisation, et puis au niveau des apprentis. Les apprentis, les apprentis, c'est une population très intéressante à étudier parce ils sont salariés, ils sont dans le monde de l'emploi et ils ont aussi la contrainte de la formation. Ils sont vraiment à des niveaux où ils ont parfois deux domiciles, on va dire. Le domicile pour l'entreprise et le domicile pour la formation. Ils ont vraiment beaucoup de contraintes et ça ressort dans leurs freins également. Pour ça aussi que c'était une population, dire ça au début sur la première question, c'est très intéressante à étudier. On a du mal, en plus, ce qui est pas si fréquemment que ça à étudier. Et enfin voilà, c'était vraiment les apprentis sont vraiment vraiment un côté spécifique à prendre en compte. Ça marche. D'autres questions? On a fait le tour. D'autres remarques peut-être? Pas de regrets? Bon, au pire, de toute façon, on est encore ensemble un petit moment. Donc, je suis Julien Bois, je suis professeur en STAPS à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. À côté de moi, il y a Julie Laribaud, qui est ingénieure de recherche, travaille sur le projet Touche-Tes Bien depuis le mois de juin 5, donc récemment. Et donc, c'est un projet effectivement qui s'est déroulé dans le cadre de la Force Santé de l'Université de Poitiers. Donc, on collabore avec mon collègue Laurent Boss sur ce projet. Voilà. Et donc, l'idée, c'était de revenir sur les résultats qui avaient été présentés le 26 mai à Bordeaux et puis d'avoir un temps d'échange peut-être un peu plus approfondi que ce qu'on avait eu lors de la conférence. Donc, je vais peut-être passer assez rapidement sur la méthodologie. On pourra y revenir si besoin. Donc, ce qu'a présenté Stéphane correspondait à la partie, on va dire, quantitative à grande échelle. Et puis, la partie qui est celle qui est présentée ici, c'est une partie plus qualitative. Alors, qualitative parce que elle va permettre de mesurer, d'évaluer plutôt les leviers, les barrières et puis elle permet aussi de mesurer de manière quantitative directement en fait la condition physique et les comportements des jeunes. Donc dans cette partie, il y a finalement deux volets, hein. Une partie où on évalue en direct sur le terrain des comportements et des paramètres, et puis une partie plutôt à travers des entretiens où on va évaluer les variables. Donc ici, vous avez un résumé des variables qui ont été mesurées, donc l'activité physique et notre temps sédentaire par accélérométrie, c'est-à-dire des capteurs qui permettent des mesures directes de ces comportements. On a aussi une évaluation du sommeil, là cette fois avec des questionnaires auto-rapportés, et puis des tests de conditions physiques qui ont été réalisés en établissement, donc des tests qui évaluent différentes qualités, la force, l'endurance, la nation générale. Et puis la partie levier barrière, elle a été évaluée avec des entretiens qui associent en fait des représentants de chaque catégorie d'usagers, donc des lycéens, des jeunes suivis en mission locale ou en CFA, des enseignants, le cas échéant des enseignants de PS et éventuellement des personnels de direction. Et on a eu une forme de stratification puisque les établissements ont été choisis en fonction du type territoire où ils sont, urbain, périurbain, rural, et au sein de chaque type d'établissement, de chaque type de territoire, chaque type d'établissement, donc les lycées, les centres de formation. Donc tout ça, ça nous a amené à un échantillon d'environ 600 jeunes, un petit peu moins. Vous voyez majoritairement des garçons, un indice de masse corporelle à peu près normal, on va dire, norme des règles. Ici, vous avez la liste des établissements, chaque type de territoire. Donc par exemple, pour les établissements urbains, Gustave Eiffel et à Bordeaux. La formation Saint-Benoît, c'était à mémoire. Limoges, Maris-Bastier, j'ai un doute. Mais c'est des informations qu'on pourra repréciser évidemment et on est en train d'envoyer des rapports d'évaluation à chaque étape. Donc ici, vous avez la répartition des sujets. Principalement, les sujets recrutés viennent des lycées. C'est là où il y avait le plus gros effectif. Et en effectif, on a forcément un peu moins de partants dans les CEVA, les missions locales. Et puis au niveau des territoires, c'est relativement bien réparti. Et voire à peu près un tiers de partants dans chaque. Pour parler maintenant des résultats rapidement, la première série d'informations sur le comportement d'activité physique modérée à vigoureuse. Donc, pardon pour la terminologie, hein, c'est l'activité physique qui est d'intensité suffisante pour avoir des effets positifs sur la santé. Et donc, en gros, de la marche rapide plus. Et donc, sur le graphique, on a les valeurs pour la totalité de l'échantillon en gris. En chia rose, c'est les garçons. Et puis, en saumon, c'est plutôt les filles. Ça casse les codes, évidemment. Et puis, la dernière information dure, ce sont les valeurs seuil qui permettent de définir si les sujets respectent les recommandations. Non. Et on a mis finalement deux repères. Le premier repère qui est dit, c'est le repère des 30 minutes par jour qui s'applique pour les adultes, parce que dans l'échantillon, il y a une partie des jeunes qui ont déjà passé là-dedans. Et puis, il y a un deuxième seuil au-dessus des 60 minutes, lui, s'applique pour les adolescents. Qu'est-ce qu'il faut retenir rapidement? Globalement, un peu plus d'activité, nettement plus même la semaine que le week-end. Il y a une chute importante entre ces deux
triple partie, là. Donc, ça veut dire que la prise en charge dans l'institution scolaire ou dans les CFA ou par les missions locales, en tout cas le rythme de la semaine favorable. Et puis une différence qu'on connaît bien entre les garçons et les filles, on retrouve sur tous les moments de la semaine, même si c'est un peu plus marqué sur le week-end. Alors ensuite, on a observé différence entre les différents types de territoires, les différences donc, tactiques entre les différents territoires. Pour aller à l'essentiel, il y a une forme de gradient territorial qui apparaît, puisque ce qui est écrit, et c'est la synthèse qu'il faut retenir, finalement, les jeunes des territoires ruraux et périurbains sont globalement un peu plus actifs que les jeunes des territoires purement urbains. Ensuite, il y a des différences qui peuvent préciser la semaine, mais pour pas trop compliquer le message, voilà, on peut retenir que finalement, on pourrait penser que dans un milieu urbain, on marche davantage, on passe à voiture ou on a peut-être moins, alors qu'on la prendrait davantage en milieu rural. Pour les jeunes, en tout cas, c'est pas ce qu'on a trouvé. C'est plutôt ceux qui sont dans les milieux ruraux et périurbains qui sont un peu plus actifs. On verra que ça se firme avec d'autres indicateurs. Ensuite, notre information qui est intéressante, c'est d'aller voir le niveau de respect des recommandations entre deux types de recommandations que j'ai évoquées tout à l'heure. La première, celle des 60 minutes par jour qui s'applique pour les plus jeunes, les 0 à 18 ans. Et là, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une immense majorité des jeunes, donc 75%, c'est ce qui apparaît dans le cercle rouge. 75% n'arrivent pas à ces 60 minutes par jour. Quand on regarde qui sont précisément ces 75%, bien, c'est à peu près à 50% à proportion équivalente les garçons et les filles, sauf qu'on avait au départ un échantillon déséquilibré, donc on voit déjà que les peu plus représentés. Et puis, sur le type de territoire, c'est pas encore très flagrant. Quand on regarde ensuite les recommandations d'atteindre des 30 minutes par jour, c'est-à-dire celles qui s'appliquent aux adultes, on observe qu'il y a modo un quart de notre échantillon, 26%, qui n'atteint pas ces recommandations de 30 minutes par jour. C'est-à-dire que finalement, ces 26%, c'est ceux qui sont vraiment le moins actifs, on pourrait dire les personnages à risque, c'est finalement il faudra les chercher si on veut essayer de mettre en place des actions correctes. Et quand on zoome un peu sur ces 26%, on se rend compte qu'il y a une proportion de filles plus importante, ce qui est logique au regard des données qu'on a préalables. Et puis on se rend compte que, et ça c'est un peu plus fin à comprendre, finalement la population rurale est surreprésentée dans cet échantillon, on va dire un peu extrême, des plus éloignés de la pratique. Donc ça cible un petit peu à la fois les filles et les personnes des territoires ruraux pour identifier ce qui serait plus à. Alors je précise que les recommandations sont différentes, mais à chaque fois il y a tout l'échantillon qui est représenté. Ensuite pour les comportements sédentaires, là où c'est ce qui a été un petit peu évoqué quand on vous a rejoint pour la réunion, c'est pas très rassurant. Globalement, vous voyez que dans l'histogramme, les valeurs sont hautes. On parle de la sédentarité totale, de la sédentarité la semaine ou de la sédentarité le week-end. On est très largement au-dessus des 8 heures, 9 heures par jour. En moyenne, ça veut dire qu'il y a des jeunes qui sont beaucoup plus sédentaires encore. Donc l'ordre de grandeur, c'est à peu près 10 heures par jour en moyenne. Évidemment, alors il n'y a pas de recommandation claire, mais il dépasse largement un des seuils identifiés dans la littérature qui est de 7 heures par jour. Et globalement, ça veut dire qu'on a de plus en plus de mal à identifier des profils de jeunes non sédentaires. C'est quasiment une espèce, pourrait-on dire, qui est en voie d'extinction. Donc il y a vraiment un sujet sur lequel il faut réfléchir. Et je pense que c'est déjà ce que vous aviez entrepris. Donc voilà, un petit focus sur les temps d'écran parce qu'il y avait quelques questions dans l'évaluation portée sur l'utilisation du téléphone. Vous voyez que ça peut être très important, 4 heures par jour, c'est probablement un peu sous-estimé, bizarrement un peu moins le week-end, mais ça contribue évidemment à ce temps sédentaire. Ensuite, on a évalué le sommeil, qualité du sommeil. Je reste pas très longtemps là-dessus, c'est moins pire que ce qu'on imaginait en quelque sorte. Les valeurs sont en partie inquiétantes quand elles sont au-dessus de 5. Alors pour la qualité du sommeil et la somnolence, ça devient altéré, mais ça reste pas encore trop. Et puis quand vous voyez le nombre d'heures de sommeil moyen par nuit, 7,2 heures, ça peut être insuffisant selon la catégorie d'âge à laquelle on s'intéresse, mais disons que c'est pas les indicateurs qui sont les plus inquiétants. Ensuite, on a également évalué la condition physique, comme je l'évoquais. C'est une batterie de tests qui est issue de la batterie Eurofit et on a sélectionné certains tests de condition. Donc le premier, là, c'est un test de force du membre supérieur. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans ces tests physiques? On va trouver à chaque fois une différence garçon qui est tout à fait normale, qui est le reflet de différences physiologiques. Simplement, en rouge, les petits pointillés correspondent aux normes européennes pour les garçons et pour les filles. Et ce qu'on observe,
déjà pour cette mesure-là, c'est que les garçons sont un peu en retrait quand même par rapport aux valeurs moyennes européennes, pas le cas. Et vous voyez que sur le deuxième test de saut en longueur sans élan, on a à peu près le même résultat, le même pattern, c'est-à-dire des performances physiques qui sont légèrement en retrait pour les garçons. Donc c'est quelque chose à garder en tête parce que ça veut probablement dire que le manque d'activité un peu chronique qu'on observe dans les populations jeunes, adolescents et jeunes adultes, finalement ça a des répercussions aussi sur certains paramètres de leurs conditions cassées. Ensuite, autre paramètre de conditions physiques, l'endurance cardio-respiratoire. Donc on a fait un test vous savez, le test HIP, comme disent les élèves au lycée. C'est un test aller-retour sur une distance de 20 mètres avec une intensité croissante. Permet d'évaluer finalement la capacité maximale de consommation d'oxygène, qui est un bon indicateur de cette endurance cardio-respiratoire. Là, les résultats sont du rassurants, on est à peu près dans les normes. Okay. Ce qu'il faut retenir, bien confirmer un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure sur le gradient territorial, c'est que globalement, tous les jeunes issus des zones périurbaines ont des paramètres légèrement supérieurs sur le plan des qualités. Bien confirmer notre diagnostic sur le niveau d'activité. Donc, ils sont à la fois actifs et conséquences, corrélations. En tout cas, ils sont aussi en meilleure condition. Puis pour terminer la présentation, donc là, c'est une diapo de synthèse. Alors pardon, elle est un petit peu chargée, mais qui reprend les éléments qui ont été abordés dans les focus, c'est-à-dire ces entretiens collectifs, donc qui étaient menés par un chercheur qui a interviewé finalement des élèves, des enseignants, des personnels de direction, en leur demandant finalement quelles sont les principales barrières que vous rencontrez à votre activité physique quotidienne. Et donc, vous voyez, il y a des éléments qui sortent sur le manque de motivation, sur le coût d'accès aux équipements, le coût des licences, l'éloignement des lieux de pratique, la météo, la pollution et l'insécurité des déplacements. Ça aussi, c'est un élément important. Donc, certaines de ces barrières sont des facteurs modifiables. Je pense par exemple ou des équipements, la licence, il y a des aides qui existent parfois dont les parents n'ont pas de sens. Il y en a d'autres de ces facteurs qui sont plus difficilement modifiables, comme la pollution, l'insécurité de placement, donc des choses qui ressortent aussi donc sur le contexte familial, sur les horaires de PS et puis la surcharge mentale, donc qui rejoint un petit peu. Puis du côté des leviers, donc sa piste d'action finalement, c'était l'objet de cette part d'étude, que de se questionner finalement du point de vue des élèves et de leur entourage, qu'est-ce qui pourrait être activé. Donc évidemment le plaisir et puis le développement des relations sociales à travers la pratique, ça c'est un levier extrêmement important. Les financements et les actions d'encouragement pour l'accès gratuit, ça aussi, là aussi il y a pas mal d'actions, je pense. Un point sur l'urbanisation et l'environnement physique, c'est-à-dire que et ça c'est un des challenges, je pense, auxquels on est confronté, c'est que les facilitateurs ou les barrières factorielles, et ça peut relever des collectivités locales, des collectivités territoriales, voire de l'État sur certains aménagements. Et donc c'est clairement perçu par les comme étant des facteurs favorables. Le fait de pouvoir se déplacer facilement, le fait d'avoir des installations appliquées. Au niveau psychosocial, évidemment, le soutien familial, les modèles parentaux. Donc, éduquer les parents, évidemment, c'est aussi favoriser l'exemple. L'EPS qui revient comme un levier favorable, et notamment quand il y a des projets spécifiques autour de et puis, enfin, l'idée d'avoir des supports d'activité qui sont véritablement adaptés à la fois aux envies puis aux contraintes des jeunes et qui parfois peuvent donc s'éloigner des modèles sportifs. Voilà un petit peu ce que je l'ai présenté. Et donc, je m'arrête là. Il y a le diapo de conclusion, surtout pour remercier, et j'en profite pour le faire ici, tous les partenaires qui ont à la fois financé et facilité le bon déroulement de cette étude. Pour la collecte de données a été quand même assez copieuse, qui nous a fait plus de 5 000 km parcourus. Bon, voilà, c'était une petite aventure. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Alors, en même temps que tu étais en train de faire ta présentation, Julien, il y avait justement il y a quelques questions qui sont apparues sur le chat. Du coup, je vais te proposer de les reprendre. Et puis, si vous voulez réagir, intervenir, posez-vous vos questions en direct, n'hésitez pas. Alors, la première question qui est sortie, c'est justement le comment est défini justement les territoires urbains, périurbains, ruraux. Comment c'est défini ça? C'est par rapport à quelle nomenclature vous êtes basé? Oui, alors c'est les données de la région en fait, qui sont basées finalement sur la densité de population dans les territoires et il y a une cartographie en fait qui est établie par les services de la région qui distinguait, qui était un petit peu plus fine, qui distinguait 4 catégories de territoires. Et donc nous, on a regroupé pour arriver à 3 par commodité, on va dire. Et donc c'est un gradient de densité d'habitation au kilomètre carré, densité d'habitat pardon au kilomètre carré. Merci. Et il y avait une deuxième question, c'était plutôt sur, voilà, tu l'as souligné, quelque chose d'assez frappant, c'était justement sur le temps d'utilisation des téléphones par les jeunes. Et justement,
justement cette différence qui nous paraît presque surprenante entre la semaine et le week-end, avec effectivement moins de temps d'utilisation le week-end. Et donc la question c'est, est-ce que c'était uniquement sur du déclaratif ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez combiné justement au travers des focus group? Non, sur les faux groupes, on les a pas interrogés sur la part comportement. D'accord. On les a spécifiquement interrogés sur la part barrière, levier. Et donc oui, l'évaluation de l'utilisation du téléphone, elle était déclarative purement. On a d'autres études qui sont en cours, alors sur des populations se superposent un peu. Je pense à une étude sur les étudiants qui est aussi en cours. Et souvent, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, l'explication potentielle, même si elle est très hypothétique, c'est que le temps d'éveil le week-end est souvent réduit. C'est-à-dire que les jeunes vont se lever plus tard, ils vont finalement avoir une journée plus petite qu'une journée de semaine où ils se lèvent tôt et elle va leur couper davantage de temps en fait. Donc une des explications possibles. Mais effectivement, comme c'est du temps aussi libéré, on pourrait s'attendre à ce que ce soit davantage aidé par le téléphone. C'est un peu surprenant le résultat. Donc oui, après ça fera partie peut-être des éléments et des items qui sont intéressants du coup à creuser aussi peut-être dans les mois, les années à venir. Potentiellement, ils vont être plus occupés le week-end dans leur activité sociale ou voilà, on a 80% de lycéens sur les temps de poste, sur les temps de transport, sur les téléphones. Enfin, moi, j'avais imaginé son explication où ils avaient un usage un peu plus intense, qui est peut-être mieux régulé à la maison. Donc en tout cas des pistes de questionnement, en tout cas de recherche à venir, en tout cas assez intéressant aussi sur ce point-là. Il y avait une autre question du coup, c'était par rapport juste au temps que tu indiques, que vous avez indiqué justement à différents endroits. On a parlé tout à l'heure de justement avec Stéphane de la différence moyenne et médiane justement sur cette idée de quand il y avait les temps, à quoi ça correspondait. Et donc là, c'était un petit peu la question qui est posée aussi pour vous. Est-ce que les temps c'est plutôt estimé en moyenne ou est-ce que c'est plutôt estimé en médiane? Alors là, c'est des moyennes. Là, c'est bien des moyennes. Et les petites, donc c'est pour ça que j'ai remis la diapo. Et les petites moustaches qu'on voit au-dessus, c'est l'écart type, c'est-à-dire c'est l'écart moyen à la moyenne. Alors pardon pour le jargon, mais c'est finalement comment les données peuvent varier au sein de l'échantillon. Et donc plus ces moustaches sont grandes, plus ça veut dire que les valeurs peuvent fluctuer au sein de l'échantillon. Alors vers le haut, mais aussi vers le bas. D'accord. Donc la moustache, elle est équivalente vers le haut et vers le bas. Ça veut dire que pour une valeur moyenne, par exemple, qui est ici, alors si on prend les garçons pendant la semaine, on est autour de 60 minutes, 62 disons, en moyenne par semaine. Mais la moustache dit que certains peuvent être quasiment à 88, 90 minutes. Et puis ça veut dire que d'autres peuvent être en dessous des 40 minutes. Donc on a une population qui est assez hétérogène. Si on regarde le week-end, c'est encore pire. Ces moustaches sont plus grandes. Ça veut dire que la variabilité des comportements a augmenté. Et donc ça confirme bien qu'il y a bien sûr des piles très différents au sein de ce groupe des jeunes, là, des 16-24, 16-25, avec certains qui peuvent être très très actifs et d'autres qui peuvent être extrêmement sédentaires. C'est ça que peut-être une des infos qui est importante, c'est celle-ci là. C'est quand on prend un filtre moins sélectif, 30 minutes par jour, 26% n'y arrivent pas. Et la question c'est qui sont ces 26% et comment est-ce qu'on peut éventuellement chercher à travailler avec eux. Et il y avait une dernière question, en tout cas plutôt remarque en tout cas, qui était autour justement du passe sport. C'est vrai que tu en parlais effectivement dans les leviers, éventuellement à la pratique, il y a justement les aides et notamment les aides financières qui peuvent exister. Et effectivement, donc là c'était une remarque de Nina sur justement l'idée que le passeport à première vue était un peu sous-utilisé, en tout cas en France à aujourd'hui. Donc voilà, c'était ce questionnement aussi autour du pourquoi. C'est quelque chose qui à un moment a pu être abordé un petit peu. Le passe sport a été abordé dans les focus group ou pas? J'ai pas de retour spécifique sur le passe sport. Après, il y a des actions qui peuvent être localement un peu différentes ou un peu spécifiques. Souvent, ce qui revient, c'est que il y a dans la perception, il y a le frein de l'activité qui est évoqué, et souvent de la part des jeunes en particulier, une méconnaissance des aides, des sports pourrait les aider à dépasser cette barrière. Et c'est peut-être là, en fait, je pense, où il y a une marge de progression, effectivement, c'est-à-dire dans la connaissance de ces leviers-là, de supports-là, et que les jeunes n'ont pas toujours la nécessité, voilà, des informer de ça. Du coup, j'ouvre la parole aux autres participants. Est-ce que vous aviez des remarques, des réactions? Alors, il nous reste quelques minutes, donc profitez-en. Que vous voulez interagir, éventuellement poser des questions supplémentaires, du coup, à Julien et Julie. Allez, Marion. Bonjour, merci. Cool, c'est un format plus petit, on peut poser plus de questions. Je n'ai pas posé à la conférence. Oui, je m'interrogeais sur, je trouve ça super intéressant et ça complète bien ce que disait l'ORS, sur la dernière diapo là. Alors d'abord sur la première, j'ai plus en tête la formulation exacte en tout cas, mais sur
sur l'aspect plaisir, dimension sociale, les amis, etc. Est-ce que vous avez recueilli des détails dans les focus sur le type d'activité qui était attendu? Et dit autrement, est-ce qu'ils ont remis en cause aussi le type d'activité qui pouvait être proposé en fait, de l'activité classique en club, en asso sportif, sur des pratiques codifiées versus des activités ludiques, etc. Est-ce que ça a été évoqué ou pas? Et sur le dernier item des leviers aussi, sur je sais plus comment c'était formulé, mais sur des activités qui correspondent mieux, qui prennent mieux en compte leurs contraintes et leur rythme. Très précisément, c'est quelles contraintes qu'ils ont mis en avant? Parce que dans le cadre de l'ORS, on a vu qu'ils avaient listé un certain nombre de choses, mais dans les focus, qu'est-ce qui est ressorti et qu'est-ce que ça corrobore peut-être de l'analyse plus large de l'ORS? Alors, le premier point déjà, c'est que sur les focus group, l'analyse approfondie, elle est en cours en fait, elle n'est pas terminée. C'est-à-dire que là, on est plutôt dans une phase de synthèse. Il y a eu sur 12 établissements, on a réussi à réaliser focus group. Grosso modo, ça fait une dizaine d'heures d'enregistrement. Et après, dans le rendu final, on a des verbatim en fait, qu'on utilise pour imager chacun des thèmes. Donc, on synthétise les thèmes et après on donne des... Donc, ça c'est pour dire que l'analyse n'est pas complètement terminée en fait. Voilà. Mais par rapport à la nature des activités qui sont attendues, la réponse en fait, elle dépend de à qui on s'intéresse. Si on cible ceux qui ont les seuils d'activité les plus faibles, les niveaux les plus faibles, clairement, c'est là que l'offre traditionnelle ou l'offre classique qu'on retrouve dans les établissements, elle est souvent pas adaptée parce que elle correspond un peu trop aux standards des sportifs traditionnels. Alors c'est bien parce que ça peut coller avec ce que les jeunes voient à la télé, mais souvent c'est ceux qui vont avoir une réaction de rejet de prime abord. Voilà, c'est pour faire comme en club. Moi, je suis pas fort, je vais pas faire du sport en club, donc je vais surtout pas aller vers une activité qui me fait penser à ça. Donc il y a une adaptation à imaginer, mais pour tout le monde, hein, qui prévaut pour les clubs, pour le PS, pour l'activité dans la nature en général. Donc mais ça, c'est vraiment très spécifique aux jeunes qui sont avec les niveaux les plus faibles. Et si on s'adresse à ceux qui ont un niveau plus normal, on va dire, bon, là, c'est peut-être moins marqué. Mais nous, ce qu'on observe, c'est ça, c'est que vraiment, l'offre, elle est inadaptée. Ceux qui ont le plus besoin, finalement, d'activité parce qu'ils sont quasiment à zéro ou à très peu. Et puis, ensuite, par rapport à l'adaptation au rythme, ça fait souvent référence à des questions d'emploi du temps. C'est-à-dire, est-ce que rajouter quelque chose le 2, est-ce que ça fait pas un peu trop? Est-ce que quand ça vient à l'issue d'une journée, une journée scolaire très chargée, est-ce que ça fait pas un peu trop? Donc c'est souvent en lien avec le rythme de leur journée et l'idée que les journées sont quand même chargées. On s'intéresse au système scolaire et que ça devient difficile de rajouter encore. D'ailleurs, la fatigue et la lassitude, c'est des choses qui ressortent de la part de ceux qui travaillent au contact des jeunes et des jeunes eux-mêmes dans le groupe là. Bon, ça reste une vraie. J'espère que ça répond, Marion. Oui, merci. Puis en plus, enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression quand même que c'est, ouais, effectivement du sport qu'on propose à l'école, dans les lycées, et pas forcément de l'activité physique. On est quand même nous aussi sur enfin, voilà, il n'y a pas que le sport qui compte, il y a aussi l'activité physique. Et il y a très peu d'offres en activité physique, je sais pas, style randonnée, marche, choses comme ça. J'ai l'impression, en tout cas, qu'en termes d'offres, c'est plutôt finalement du sport. Même si c'est pas du sport forcément en club, c'est quand même du sport, c'est pas de l'activité. Il y avait Nina aussi qui voulait réagir. Ouais, c'était un peu pour compléter ce que disait Julien, parce qu'hier j'étais avec des éducateurs, travail, école et des fois collège, et effectivement, quand on propose des activités où ils n'ont pas l'habitude, là on parlait hier d'hockey sur gazon, ça motive plus ceux qui pratiquent peu, ils me disaient que c'est pratiqué peu, qui étaient plutôt moteurs sur ces activités, alors que quand on propose les sports qui sont habitués, ils sont moins moteurs, et on parlait aussi peut-être fait que quand on a des sports plus entre guillemets populaires, il y a aussi des niveaux différents, et moins, ils servent moins parce qu'ils sont moins de niveau, et sur des activités qu'ils connaissent pas, où on est quand même dans le sport, hein, c'est effectivement on est souvent dans du sport, mais ceux qui pratiquent moins et sont plus éloignés, ils s'y retrouvent parce que tout le monde est au même niveau et que on démarre tous de la même chose et on découvre ensemble quelque chose de nouveau. Donc effectivement, quand on propose des activités auxquelles ils sont pas habitués, ça fonctionne. On voit que ça fonctionne et on a beaucoup plus de pratique de tout ce qui part. Donc éventuellement peut-être une piste de développement, en tout cas pour les années à venir, en tout cas de se dire voilà si dans le développement des activités physiques on peut proposer peut-être plutôt privilégier les activités un petit peu créatives, un peu insolites, un peu justement un peu différentes, un peu moins classiques. Il y avait d'autres réactions, d'autres commentaires que vous souhaitiez apporter. Ça veut dire que nos intervenants ont été parfaits et suffisamment complets dans leur présentation. Ah si Bernard quand même, tu voulais rajouter peut-être quelque chose. Oui, c'est un lien que je vous ai mis dans le chat et qui peut être intéressant. La transition à l'université, je crois que c'est vraiment
sujet important. Et le recteur délégué à l'enseignement supérieur là avait piloté avec les établissements de la région une cartographie des acteurs du sport santé en Nouvelle-Aquitaine. Donc je crois que c'est des ressources aussi importantes, alors plus pour les établissements d'enseignement supérieur, mais dans l'idée du lien et de la continuité lycée-université, je crois que c'est aussi important à savoir et à faire connaître. Bien, effectivement, merci Bernard en tout cas pour ce partage. D'autres réactions? Ou alors il faudra se taire à jamais. Vous nous retrouvez le 30 juin pour la 3e session et la dernière session des TEP 2025. Donc il faudra encore attendre l'année prochaine, peut-être pour une nouvelle session et de nouveaux temps d'échange de pratique autour de l'activité physique. Pas d'autres réactions, pas d'autres interactions. Eh bien en tout cas un grand merci à toutes et à tous. Alors, merci d'avoir suivi ce podcast, produit par Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine et financé par l'ARS et le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine. N'hésitez pas à écouter également nos autres podcasts qui seront certainement aussi inspirants pour bouger plus au quotidien.